Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à l'Institut Pasteur et dans mon intervention d'avant-hier, j'avais souligné à quel point la science, la recherche scientifique pouvait être définie comme une volonté de savoir. Vouloir savoir, c'est pas simplement désirer savoir, en avoir vaguement envie, c'est se donner les moyens d'une recherche scientifique, rationnelle, rigoureuse, d'accroître ses connaissances. Et en ce sens, notre présence ici à l'Institut Pasteur est tout à fait légitime et importante. Le fait qu'il faille faire de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui n'est pas évident depuis très longtemps. Il y a l'intérêt et le fait d'avoir des budgets relativement conséquents pour mener de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qui date à peu près des années 80, du début des années 80, et c'est monté en puissance progressivement. Et si vous comparez les budgets alloués à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les budgets alloués à d'autres pathologies, comme par exemple le cancer, avec des pathologies qui ont un impact social, des conséquences sociales aussi importante que l'Alzheimer, on voit encore qu'il y a un déficit de recherche sur l'Alzheimer et que elle n'a pas encore acquis, du point de vue du financement de la recherche, le statut que pourraient avoir d'autres maladies. Ce que l'on voit aussi, c'est que cette recherche sur la maladie d'Alzheimer, elle est pour l'instant encore essentiellement médicale et biomédicale. La recherche psychosociale, la recherche en sciences humaines est maintenant reconnue comme d'importance, mais ces budgets sont très inférieurs. Le nombre de chercheurs impliqués est relativement peu important, alors que tout le monde reconnaît actuellement qu'il n'y aura d'approche véritable qu'une approche globale. Et donc, sans minimiser, sans opposer ces différents types de recherche qui sont complémentaires, il faut quand même se souvenir que les budgets ne sont pas illimités. Nous ne sommes pas dans une période d'abondance économique. Obtenir un IRM à cette Tesla, ça coûte très cher. Les études en sciences humaines et sociales coûtent moins cher, mais il y a quand même beaucoup plus de recherche en sciences biomédicales et on pourrait peut-être imaginer que d'autres secteurs de la recherche bénéficient d'un peu plus de considération. Si on regarde maintenant la recherche sur la maladie d'Alzheimer dans son ensemble, ce qui est très frappant, pour moi qui travaille sur ces questions depuis une dizaine d'années, c'est que quand je suis arrivé dans le domaine au début des années 2000, on parlait beaucoup de la fin de vie des malades d'Alzheimer, des stades sévères, des problèmes d'hydratation, d'alimentation, les dispositifs juridiques, les directives anticipées, la fin de vie, la loi sur la fin de vie. À l'heure actuelle, on a complètement changé d'intérêt. On est passé d'un intérêt pour les stades très avancés, la fin de la vie des malades, pour un intérêt qui est quasiment exclusivement concentré sur les phases précoces et les phases très précoces de la maladie. Ce qui fait que dans notre dernier appel à projet de la Fondation Médéric Alzheimer, nous avions parmi nos thématiques, nous avions retenu 4 thématiques, dont une thématique sur la fin de vie ou sur la fin de la vie. Nous n'avons eu aucun projet de recherche sur cette thématique, comme si, en revanche, beaucoup sur les premiers stades, comme si cela ne suscitait plus l'intérêt légitime que ça devrait soulever. Vouloir savoir, c'est d'abord Socrate. C'est d'abord Socrate qui fait, avec un peu d'ironie, aveu d'ignorance. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Socrate, devant le diagnostic précoce, devant les savoirs précoces, exercerait d'abord une certaine forme d'ironie, au sens où il nous obligerait à préciser ce que nous entendons par là. Comme je fais l'intervention liminaire de cette journée, je vais être obligé de distinguer différentes situations, sans quoi nous allons probablement débattre, mais nous n'allons pas débattre des mêmes choses. Donc je vais essayer de distinguer les différents sens que peut avoir précoce. Mais vouloir savoir, c'est aussi Descartes, c'est aussi mettre en doute l'ensemble de ses préjugés. Donc c'est peut-être s'interroger sur les orientations actuelles de la recherche. Il est absolument essentiel de travailler sur les stades précoces puisqu'on considère que c'est
plus une intervention intervient en amont, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit d'ordre psychologique, social ou environnemental, plus on considère qu'elle a des chances d'être efficace et de modifier l'avenir. Donc on comprend pourquoi cet intérêt pour la précocité est là. Mais vouloir savoir, c'est aussi l'attitude de l'esprit libre, de celui qui ne s'en laisse pas compter, de celui qui ne veut pas qu'on lui raconte des sornettes. C'est Don Juan. Don Juan, je crois que 2 et 2 font 4. Nous dirions, je sais que 2 et 2 font 4. Notre professeur de mathématiques nous l'a appris. C'est une vérité mathématique, c'est l'exemple parfait de la vérité. L'esprit libre, qu'est-ce qu'il dirait par rapport au diagnostic précoce? Il dirait, est-ce que c'est vraiment l'urgence absolue? Il ferait, évidemment, c'est pas moi qui dis ça, ce serait Don Juan ou Casanova, les esprits libres, par exemple. Qu'est-ce qu'il dirait Don Juan ou Casanova? Il dirait, qui est-ce qui essaye de me faire croire que c'est le problème le plus urgent? Qui est-ce qui essaye de me faire croire que la précocité, c'est la chose sur laquelle il faut concentrer tous nos efforts? Qui est-ce qui essaye de nous faire croire et pourquoi que le diagnostic est actuellement trop tardif? Est-ce que ce ne serait pas parce que du côté des médicaments, il y a eu quelques échecs retentissants dans la dernière décennie et qu'on pense que les molécules ont échoué parce qu'elles ont été administrées trop tard? Donc au lieu de revoir l'hypothèse scientifique qui sous-tend cette recherche thérapeutique, au lieu de remettre en cause nos hypothèses, comme le ferait Descartes, on se dit, ben non, c'est parce qu'on l'a fait trop tard. Claude Bernard ne serait pas très content avec ce genre de raisonnement. Il dirait, le médicament n'a pas marché, notre hypothèse n'est pas fausse, c'est juste qu'on l'a fait trop tard. Don Juan et Casanova, avec leur esprit libre, qui n'est évidemment pas le mien, je ne vais pas jusque-là, mais ils vous inciteraient à vous poser ce genre de questions. Qui veut nous le faire croire et pourquoi? Quels sont les intérêts là derrière? Revenons à Socrate et revenons aux distinctions. Vous pouvez prendre, dans diagnostic précoce en matière de maladie d'Alzheimer, vous pouvez le prendre en 5 sens. Et je crois qu'il faut absolument préciser ça tout de suite, sans quoi on risque beaucoup de confusion dans ces débats. La première chose, c'est accroître la précocité du diagnostic, c'est-à-dire de l'identification d'un certain nombre de difficultés, l'objectivation d'un certain nombre de difficultés et la recherche de leurs causes au stade de la maladie avérée. On ne change pas de paradigme conceptuel, on garde celui qu'on avait. Il y a une maladie d'Alzheimer au stade léger, modéré ou sévère. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, il y ait seulement un quart des malades qui sont diagnostiqués au stade léger, seulement la moitié qui sont diagnostiqués au stade modéré, et seulement les 2 tiers qui sont diagnostiqués au stade sévère. Donc, le premier sens de précoce, c'est lorsque la maladie est déjà avérée. Au stade léger, ça veut dire qu'il y a déjà des troubles manifestes qui commencent à avoir un retentissement sur la vie quotidienne. Donc, le premier sens, et ça c'est un problème de santé publique et de politique de santé, quand on dit que le diagnostic est trop tardif, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, qui ont eu une maladie d'Alzheimer, qui meurent, qui n'ont jamais bénéficié d'un diagnostic, ou que le diagnostic est posé trop tard. Donc ici, il y a une première question qui est sur accroître la précocité du diagnostic au stade de la maladie avérée. Comment on fait? On a des dispositifs de consultation mémoire, on a maillé le territoire national de consultation mémoire, qui ont augmenté la précision du diagnostic, mais on a encore un problème de retard au diagnostic et de sous-diagnostic. Et donc la question là, c'est comment on fait pour repérer plus tôt les individus? Évidemment, étant donné les données à la fois scientifiques et le système de santé, et en tout cas dans les pays riches à l'heure actuelle, on considère qu'un dépistage, c'est-à-dire une détection systématique en population générale à partir d'un certain âge, où on va rechercher des anomalies chez des gens qui n'ont manifesté aucune plainte ou aucune demande diagnostique, on considère que ce dépistage n'est pas légitime. Il y a un consensus là-dessus, sur le fait que ce n'est pas légitime. Donc ce n'est pas de ça, à mon avis, que nous allons débattre aujourd'hui. En revanche, pour accroître pour rendre un peu moins tardif le repérage des difficultés et leur identification,
Il y a plusieurs stratégies qui sont actuellement proposées pour essayer de repérer ou de détecter plus tôt des difficultés. La principale façon, c'est d'essayer de mobiliser, ou alors de faire des campagnes de sensibilisation, comme l'a proposé Madame de Sana en population générale, pour inciter les personnes qui observent des choses à être plus averties plus tôt et à les consulter plus tôt, ou alors de mobiliser davantage les médecins généralistes. C'est la stratégie qui est actuellement mise en œuvre en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, ils n'ont pas mis en œuvre une stratégie de dépistage, mais les autorités de santé britanniques ont demandé aux médecins généralistes, mais aussi aux médecins coordonnateurs de maisons de retraite, mais aussi aux services hospitaliers, d'être plus sensibles et de poser un peu plus spontanément un certain nombre de questions. Par exemple, devant une personne âgée, comment ça va la mémoire? Ça va ou comment est-ce que vous avez des difficultés particulières depuis quelque temps de mémoire, d'orientation, et éventuellement d'avoir une attitude un peu plus proactive et de proposer un certain nombre éventuellement de proposer de passer un test s'il y a des petites difficultés qui ont été repérées. Donc là, c'est un changement d'attitude. Seulement, ça a soulevé de la part des médecins généralistes anglais un certain nombre de critiques. Et eux ont dit, tout en sachant que c'est pas, on leur demande pas de dépister, ils ont dit ça s'apparente à du dépistage. Vous nous demandez d'aller au-delà de la demande, au-delà de la plainte, et de proposer des choses avant qu'il y ait une plainte qui ait véritablement été proposée. Et ce débat existe actuellement en France, puisque les recommandations à la fois de la Haute Autorité de Santé, mais de la Fédération des CN2R, va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être plus sensible. Et donc, à mon avis, c'est moins un problème de scientifique ou un problème éthique qu'un problème de la place des médecins généralistes dans la prise en charge globale de la maladie d'Alzheimer. Et on ne peut pas dire qu'on leur ait donné un rôle central dans cette prise en charge, que ce soit en termes de prescription de médicaments ou que ce soit en termes de diagnostic. Ce ne sont pas eux qui ont été placés en première ligne du dispositif, ce qui explique peut-être certaines réticences de leur part à avoir une attitude proactive dans ce sens-là. Donc je pense qu'on les accuse souvent. Il y a des dizaines d'études pour essayer d'expliquer pourquoi les médecins généralistes ne sont pas davantage sensibles à des troubles alors que la maladie est déjà avérée, qu'elle commence à avoir un retentissement sur la vie quotidienne, et des dizaines d'articles qui vous disent les médecins généralistes ne comprennent rien à l'Alzheimer, ils continuent de confondre vieillissement et Alzheimer, ils ont peur de perdre des clients en les adressant à la consultation mémoire, où ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Donc c'est comme s'il fallait former les médecins généralistes, comme si les médecins généralistes étaient un peu des imbéciles. Je crois que c'est une mauvaise approche, l'hypothèse n'est pas bonne, leur comportement ne s'explique pas comme ça, il faut une analyse plus fine de ce qui se passe et de l'histoire de la prise en charge de la maladie et du rôle qu'on a confié aux spécialités et aux généralistes pour aborder ce problème. Ça, c'est le premier sens, lorsque la maladie est avérée. Il y a un deuxième sens de précoce. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous le professeur Bruno Dubois qui a proposé ce changement de concept. C'est le diagnostic au stade paucisymptomatique ou au stade prodromal, c'est-à-dire de détecter la maladie alors qu'il y a des troubles qui sont très subtils, qui ne retentissent pas sur la vie quotidienne, et même qu'on perçoit qu'il faut aller chercher pour objectiver. Et donc, la proposition qui a été faite par Bruno Dubois et un certain nombre de chercheurs, c'est de modifier le concept de maladie d'Alzheimer, de manière à pouvoir englober, avant le stade sévère, avant le stade modéré, encore en amont du stade léger, un stade prodromal où on pourrait, semble-t-il, commencer à repérer des difficultés par des moyens à la fois neuropsychologiques et des moyens d'imagerie. Et donc ici se pose la question de la valeur prédictive des tests qu'on utilise à ce stade, d'être certain que ceux que l'on observe, les personnes qu'on observe comme ayant à la fois ces difficultés neuropsychologiques très subtiles et puis ces petites modifications cérébrales, d'être certain que ceux qui sont dans ce groupe-là vont tous évoluer vers une maladie d'Alzheimer avérée, vers un stade léger, modéré ou sévère. Je crois qu'il y a encore
petit débat sur cette catégorie-là, sur la valeur prédictive des connaissances qu'on a à ce moment-là, et de savoir si tous ceux qui sont dans ce groupe-là, symptomatiques, sont vraiment déjà des maladies prodromales, et si la maladie a déjà commencé à ce stade. Évidemment, l'intérêt de diagnostiquer au stade post-symptomatique a un intérêt différent selon la catégorie de malades desquels vous parlez. Probablement que pour quelqu'un qui est au début de la soixantaine, qui exerce encore une activité professionnelle, qui, dans sa vie professionnelle, a besoin de capacités, fait un usage important de ses capacités cognitives, qui va peut-être du coup être confronté à des difficultés sur des tâches cognitives de haut niveau, peut-être que ça risque d'avoir un retentissement sur sa vie professionnelle. On peut prendre l'exemple du pilote d'avion, on peut prendre l'exemple de l'ingénieur, on peut prendre un certain nombre d'exemples. Là, ça peut avoir un retentissement sur sa vie, et c'est important de repérer ces difficultés, même si elles ne sont l'indice que d'un risque accru très important de développer une maladie d'Alzheimer, avérée plus tard, mais c'est important de repérer cette fragilité. Ça, c'est le stade post-symptomatique. Il y a une troisième difficulté, un troisième stade. Vous voyez que je remonte en avant. On a fait la maladie avérée, essayer de faire que ce soit diagnostiqué davantage au stade léger. Je viens de parler du stade post-symptomatique. Là, on est sur de la recherche à court terme. Il s'agit de la recherche à court terme, va nous dire quelle est la valeur prédictive et va permettre d'affiner les algorithmes diagnostiques pour savoir quelle est la valeur prédictive de la détection à ce stade. Puis il y a de la recherche à plus long terme qui concerne ce qu'on appelle la phase asymptomatique, ou en tout cas le repérage par de l'imagerie, par des biomarqueurs qui ont connu un développement extrêmement important ces dernières années, de repérer chez des personnes qui ne manifestent pas de troubles cognitifs, chez lesquelles on n'observe pas de troubles cognitifs, mais chez lesquelles on peut déceler, avant même l'expression de symptômes, des modifications cérébrales, la présence de protéines amyloïdes notamment, avec des biomarqueurs qui ont connu, grâce au progrès de l'imagerie, des progrès tout à fait considérables dans les toutes dernières années, et ce qui fait que on peut repérer chez des personnes qui ne présentent pas de troubles cognitifs, des modifications cérébrales, et on va dire par exemple qu'ils sont amyloïdes positifs. Ils ont une charge amyloïde dans le cerveau qui est supérieure à celle qu'on observe chez les individus du même âge. Toute la question est de savoir si ces gens qui sont amyloïdes positifs, qui sont asymptomatiques, ils ne présentent pas de symptômes, s'ils vont évoluer un jour vers une maladie d'Alzheimer. Et lesquels? Et s'il y en a qui ne sont pas amyloïdes positifs et qui vont quand même évoluer un jour vers une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est de la recherche à long terme. C'est ce que dans mon résumé, j'appelais de la science-fiction. C'est plus tout à fait de la science-fiction, puisque ça a été dit hier soir, il y a actuellement des protocoles de recherche pour essayer de tester l'évolution sur des études prospectives pour voir l'évolution, comment ces gens vont évoluer dans le futur. Là, il y a une incertitude totale. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des asymptomatiques au sens où on le connaît dans d'autres maladies? La maladie se déclare d'abord, elle progresse longtemps à bas bruit, et puis elle finit par se déclarer par des symptômes cognitifs. Est-ce qu'on est dans un modèle mécaniste, déterministe de ce type-là, ce qui est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure? C'est probablement le cas pour certains. Il est quasiment hors de doute que parmi les gens qui sont dans le groupe amyloïde positif, qui ont un risque accru de développer une maladie d'Alzheimer, qui vont la développer. Non. Mais on n'est pas du tout sûr qu'on soit dans un modèle entièrement déterministe, et que le fait d'être dans ce groupe à risque va faire que tous les individus asymptomatiques qui sont amyloïdes positifs vont un jour avoir un stade post-symptomatique plus léger, puis modéré, puis sévère. Donc là, c'est un enjeu de recherche et de long terme. Et puis, il y a deux autres catégories. Vous aurez aussi la chance d'entendre aujourd'hui M. Hannequin, qui est un des grands spécialistes mondiaux de la génétique de la maladie d'Alzheimer. Il y a les éléments liés à la composante génétique. Donc, j'ai parlé des asymptomatiques.
Vous savez que la maladie d'Alzheimer est essentiellement une maladie qui a une composante génétique, mais les formes génétiques stricto sensu sont extrêmement rares. Vous avez aussi des gens qu'on considère comme pré-symptomatiques. C'est mon 4e sens de la précocité. Pré-symptomatiques, ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de modifications génétiques avec une pénétrance forte et qui vont développer une maladie d'Alzheimer. La question éthique ici est de savoir, et cela a été évoqué hier, ce sont ces formes génétiques qui nous ont permis de comprendre la cascade physiopathologique et de faire l'hypothèse amyloïde. À l'heure actuelle, c'est une bonne population pour essayer de tester des médicaments dont on sait qu'il faut qu'ils soient administrés au stade précoce. Toute la difficulté étant qu'on va administrer des médicaments à des gens qui sont pré-symptomatiques, autrement dit, qui ne sont pas encore malades, au sens de il, au sens anglais de il. Ils ne ressentent pas de maladie. Et puis, 5e sens de précoce, c'est les facteurs de susceptibilité. C'est les gens qui ont un double allèle ApoE4. Et ce sont des gens qui ont un risque accru. Ils sont un peu, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais ils sont un peu entre les formes génétiques et les autres. Donc toute la question, vous le voyez, donc là, ici, on n'est pas dans un déterminisme aussi fort qu'avec les formes présymptomatiques ou génétiques, mais on est dans une catégorie un peu intermédiaire. Et là aussi se pose une question de leur inclusion dans des protocoles de recherche où on va administrer des molécules, d'abord évidemment pour voir la toxicité de ces molécules, puis pour voir leur efficacité. Mais vous voyez donc que, si je résume mon point ici, c'est qu'il est important, on va parler toute la journée de précocité, je pense qu'il faut absolument préciser à chaque fois de quelle précocité on parle. Je pense qu'il y a ce problème au stade avéré, il y a le problème du post-symptomatique, il y a le problème des personnes qui sont au stade asymptomatique, c'est-à-dire bien avant, qui est distinct de ce qu'on appelle le pré-symptomatique et des facteurs de risque accru. 5 minutes pour finir. Sur la demande, alors il y a deux questions. Il y a un workshop très intéressant et très important qui a été organisé par Emmanuel Hirsch il y a quelques mois sur le sujet. Et dans ce workshop, 2 situations sont apparues comme relativement périphériques. La première situation périphérique, c'est les découvertes fortuites. C'est-à-dire le fait qu'on découvre au moment d'un examen, par exemple d'une IRM ou par exemple d'un test génétique, mais surtout essentiellement d'une IRM, qu'on découvre une anomalie qu'on ne cherchait pas. Du fait du développement de la neuroimagerie, c'est une des questions qui est actuellement traitée par les instances qui s'occupent de bioéthique, du fait du développement de la neuroimagerie, du fait qu'il y ait des IRM un peu partout, qu'on en passe de plus en plus. On va de plus en plus trouver ou voir des anomalies auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on ne cherchait pas. On fait une IRM pour résoudre une question et on voit en faisant l'IRM autre chose. Et là se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on parle de ce qu'on a vu alors qu'on ne le cherchait pas et dont la personne ne nous a pas parlé? Ce qui est assez proche, vous me direz, de la situation du gériatre qui reçoit un malade d'Alzheimer qui se doute de rien ou qui ne se doute de pas grand-chose et à qui on pourrait proposer des tests. Et puis il y a une autre situation qui a, dans ce workshop, été considérée comme relativement périphérique, c'est la situation des tests génétiques sauvages, de la commande, de la mise à disposition sur Internet de tests génétiques qui permettent, alors il semblerait qu'ils soient pas actuellement, ils permettent pas actuellement de repérer ou de bien repérer. D'autres disent c'est une question de temps, d'ici 2 ans ils seront abordables. Cette question, indépendamment des tests génétiques sauvages et de leur valeur et du fait qu'on court-circuite, et c'est ça qui intéresse les gens quand ils vont sur Internet, que ce soit pour chercher de l'information ou sur une maladie ou sur un diagnostic, c'est qu'on court-circuite le pouvoir médical. C'est quand même extrêmement kiffant, ça. Vous avez accès à une information directe. C'est génial. Indépendamment de ça, la question que ça pose, c'est la volonté de savoir
de la population. L'EREMA a demandé à la TNS Sofres de mener une étude sur la volonté de savoir en population générale, en faisant une hypothèse, qui n'est pas encore une hypothèse réalisée. Est-ce que s'il y avait dans le futur des tests, sans spécifier lesquels, qui pourraient vous dire que vous allez développer une maladie d'Alzheimer, vous allez avoir un risque très accru de développer une maladie d'Alzheimer dans le futur, est-ce que vous voudriez savoir ? La majorité des répondants disent oui. Monsieur Éric Favreau, journaliste à Libération, considère que, je cite, « à question stupide, réponse stupide ». J'objecte à monsieur Éric Favreau, journaliste à Libération, une étude qui est parue dans Alzheimer's Research and Therapy en février 2013 par des chercheurs de Harvard. C'est pas qu'à Harvard, ils soient nécessairement moins stupides que nous en France à Paris, mais ils ont posé la même question. Que voulez-vous savoir? Que voudriez-vous savoir? C'est pas que voulez-vous, que voudriez-vous savoir? Et non seulement ils ne sont pas allés interroger que des Américains, parce qu'ils ont compris que les études qui n'interrogent que des Américains, on leur reproche toujours de n'interroger que des Américains, ils sont tellement particuliers, il n'y a qu'à allumer la télé pour le voir. Ils ont été malins, ils sont allés interroger non seulement des Américains, mais aussi des Européens, des Allemands, des Polonais, des Espagnols et des Français. Ils court-circuitent aussi un petit peu, hein. Donc ils sont allés interroger des Français. Bon. Donc et la question qui a été posée, est-ce que vous voudriez savoir, bon, s'il y avait un jour un test qui permettait au stade asymptomatique de vous dire que vous avez un fort risque que vous allez développer une maladie d'Alzheimer. 67% répondent oui, plutôt intéressés ou très intéressés d'avoir un diagnostic très précoce. On peut en penser ce qu'on veut. On peut en penser que c'est bête, que c'est idiot, que vous pouvez utiliser tous les arguments scientifiques que vous voulez pour dire à quoi ça sert de connaître un risque. Ce n'est qu'un risque. Vous pouvez utiliser la même chose sur les tests sauvages. Comment on va interpréter ça? Ça ne vous dit rien de la nature ou de la hauteur du risque, du moment où ça va arriver, etc., etc. Et puis il y a tellement de choses. Vous pouvez vous faire écraser en sortant de l'Institut Pasteur. Ça vous fera une belle jambe de savoir que dans 20 ans, vous auriez développé une maladie d'Alzheimer. Mais le problème n'est pas là, le problème philosophique et éthique, il n'est pas là. Le problème, il est, qu'est-ce qu'on fait de cette volonté de savoir? Qu'est-ce qui nous autorise à penser que cette volonté de savoir, elle est illégitime? Qui décide qu'une volonté de savoir est recevable ou pas? Et de quel droit? Nous sommes dans des sociétés de la transparence, qu'on le veuille ou non. Il n'y a qu'à voir les scandales où on donne tous les dossiers d'espionnage, où les dossiers secrets, top secrets sont divulgués. Il n'y a qu'à voir nos connaissances de plus en plus développées de la recherche de gala sur la vie privée des hommes politiques. Nous sommes dans des sociétés de la transparence absolue, ou de plus en plus absolue. Et nous sommes dans des sociétés du risque. C'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut du principe de précaution, on peut penser qu'il y a des abus, mais nous sommes dans des sociétés du risque et les individus veulent, et les populations veulent connaître les risques. C'est comme ça. C'est pas un bien ou un mal, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette demande? Et la conclusion des chercheurs de Harvard est de dire un test prédictif ne fera pas seulement progresser la recherche, il pourrait aussi transformer le paysage politique et légal en créant une large population d'individus adultes asymptomatiques diagnostiqués. Donc, la question est moins de savoir si on va faire un diagnostic de plus en plus précoce. On va faire un diagnostic de plus en plus précoce. La question est quel devoir cela nous crée? Si on fait un diagnostic plus précoce de la maladie avérée ou si on fait un diagnostic au stade post-symptomatique, nous allons avoir dans la population, et nous aurons identifié dans la population des gens vulnérables, fragiles, avec une difficulté cognitive, qui seront vulnérables aux prédateurs, maltraitance financière, qui vont avoir et dont il va falloir permettre de vivre avec cette connaissance et ce savoir d'un risque accru. Donc la question est moins, à mon avis, elle est certes, est-ce qu'il faut le faire ou pas, ou à quel moment devrons-nous le faire ou pas pour que ce soit pertinent, mais la question est surtout, une fois que nous le ferons, quel devoir ça va nous créer? Quel intérêt
de faire un diagnostic précoce si vous ne pouvez pas proposer aux individus un accompagnement digne de ce nom? À quoi bon un diagnostic précoce si ça sert seulement à disqualifier les gens? Vous êtes à risque d'Alzheimer. Ce que vous dites ou ce que vous faites est déjà plus tout à fait pris au sérieux. À quoi bon un diagnostic précoce si les personnes qui aident les personnes concernées sont elles-mêmes fragilisées, peu formées, mal rémunérées, en désespérance? À quoi bon un diagnostic précoce? Je vais arrêter de faire l'anaphore de notre président. C'est ma dernière, mais à quoi bon si ça vise seulement à offrir des robots phoques et des bracelets électroniques? Et à quoi ça sert de faire un diagnostic précoce si, comme on offre comme seule perspective aux gens de demander une euthanasie ou un suicide assisté dans des directives anticipées bien rédigées? Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. C'est vraiment important, hein, ce que Fabrice a dit en disant il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Juste un point de réflexion. On pense toujours aux gens qui ont un risque quand on fait une prédiction. On ne pense pas à ceux qu'on exclut du risque. Ça a deux conséquences. Alors, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? La première séquence qui a été faite, elle a été faite par James Watson. Il l'a publiée dans Nature. Mais il a caché les zones qui correspondent à l'ApoE. Vous savez, l'ApoE, il l'a caché. On ne sait pas ce qu'il y a, mais sinon, tout est transparent. Puis la deuxième chose, c'est si on considère les gens qui n'ont pas de risque. Il y a un modèle qui va tomber, c'est un certain modèle de solidarité, en particulier le modèle assurantiel. Puisqu'en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de risque qui payent simultanément pour des gens qui vont en avoir une maladie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui arrive à avoir un diagnostic sur lequel il dit j'ai zéro risque en rien, j'ai pas de raison de m'assurer. C'est l'effondrement du système assurantiel qui partage justement des risques sur une petite population. Donc ça a des conséquences, ce qui dépasse largement l'Alzheimer.